Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents et de nous rejoindre sur Courtage TV, une web TV destinée aux courtiers d'assurance. Et nous remercions par la même occasion notre partenaire, le groupe April. Réforme du 100% santé en début d'année, vente à distance avec le démarchage à froid strictement encadré depuis le 1er juillet 2020. Résiliation infra-annuelle au 1er décembre, autant de transformations qui bouleversent les pratiques de ce marché, qui devra également probablement financer une contribution exceptionnelle d'1,5 milliard d'euros. Ce contexte permet-il pour autant de dégager de nouvelles opportunités pour le courtier? C'est le titre de notre plateau, Complémentaire santé, nouvelles opportunités pour le courtage. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Éric Momy. Bonsoir Éric. Bonsoir Jean-Luc. Éric Momy, vous êtes directeur général du groupe April depuis une année presque, maintenant. Oui, voilà, absolument. Vous avez eu un petit gâteau d'anniversaire pour vous un an il y a quelques jours. C'était une bougie. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Alix Prader, vous êtes associée fondatrice d'Opusline. Bonjour Alix. Bonjour Jean-Luc. Et nous recevons aussi Larry Weber. Vous êtes gérant fondateur du groupe Weber Assurance, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, avec mon frère. Alors avant de commencer cet échange, ce débat sur la complémentaire santé, ses enjeux pour le courtage d'assurance, je vais m'adresser directement à Éric. Pourquoi ce nouveau format, Courtage TV by April, pour vous adresser en complément de tous vos autres outils de communication aux courtiers d'assurance? Alors, très simplement, d'abord, c'est un vrai plaisir d'être là pour cette première, en plus avec des invités de grande qualité. On va revenir sur justement le format qu'on recherche avec Courtage TV by April. Donc April, on le sait, on est un acteur majeur comme courtier grossiste. Nos clients sont des courtiers de proximité. On a la chance de travailler avec 15 000 courtiers de proximité, ce qui est absolument exceptionnel. On vit avec eux, on a vécu des moments forts en 2020, notamment avec cette crise qui vient de se passer. On a été très présents à leur côté. Ils ont été exceptionnels et on les a vraiment accompagnés du mieux qu'on pouvait pour les aider à décrypter une actualité, notamment dans le cadre de la gestion de cette crise, ne serait-ce qu'en tant qu'entrepreneur, qui était complexe. Voilà, on a aidé certains d'entre eux, tous n'avaient pas besoin, à s'adapter à cette situation, à savoir travailler en distanciel. On sait que tous n'étaient pas prêts. Voilà. Et puis, on a trouvé, quand vous avez pris cette initiative, que avec Assurance TV, Jean-Luc, vous avez fait un média qu'on trouve, nous, extrêmement créatif, très utile. Je crois qu'il est très apprécié de la profession. Vous décryptez l'actualité, vous le faites avec des experts de haut niveau, et la possibilité de s'associer, d'associer le nom d'April à ce format nous a paru tout à fait naturel. Et voilà, je suis extrêmement heureux de participer à cette première sur ce plateau, une fois de plus, je répète, avec des gens de grande qualité. Merci, on va rentrer dans le vif du sujet. Complémentaire santé, nouvelle opportunité pour le courtage. On va commencer déjà par le contexte et les attentes des clients. Après, effectivement, on va voir la partie distribution. Alix, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama, parce que vous le savez, on a 30 minutes devant nous, des principales attentes des Français en termes de complémentaire santé, que ça pourrait être du côté individuel, que du côté collectif, en termes de prestations, peut-être en termes de services aussi? Tout à fait. Écoutez, les Français, c'est assez simple. Ils attendent déjà de leur complémentaire santé d'abord des remboursements. Je pense que c'est évident, il faut le dire. Des remboursements à des prix qui sont corrects. Et bien sûr, il y a une sensibilité au prix qui est forte. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils attendent des démarches administratives efficaces, mais surtout simples. Ils attendent que la complémentaire santé absorbe en quelque sorte la complexité de ce secteur. Et puis troisième notion qui est importante aussi, qu'on a vu nous dans une étude qu'on a faite il y a quelque temps sur la résiliation infra-annuelle et les services. Je pense que la complémentaire santé fait partie maintenant pour les Français de ce qu'on appelle les métiers de l'attention. Les Français attendent que leur complémentaire santé soit attentive quand ils sont en situation difficile. On avait mesuré que 9 Français sur 10 attendaient de l'accompagnement lorsqu'ils étaient en situation d'hospitalisation ou de consommation difficile. Et de surcroît, ils sont favorables, ils voient d'un très bon œil que cette démarche, elle soit plus proactive. Ils attendent que leur complémentaire santé vienne vers eux quand ils sont en situation difficile. Donc indemnisation, accompagnement, proactivité, c'est un peu les trois éléments clés que vous signalez. Éric, vous voulez compléter? Alors moi, je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Alix. Et si on revient un tout petit peu en arrière,
entendre ça, c'est quelque chose, je pense, on disait pas ça il y a quelques années ou quelques mois. On parlait de commoditisation de l'assurance santé. Toutes les réformes ont encadré énormément cette activité. On pensait en gros qu'on allait avoir un produit standard sur étagère. Et d'ailleurs, d'aucuns disaient quelle va être l'utilité des courtiers, quelle va être leur valeur ajoutée. Et Alix l'a extrêmement bien dit. On s'aperçoit que, en fait, derrière cette notion de complémentaire santé qui maintenant est généralisée, la notion de standardisation et de produits banalisés n'existe pas. On a des clients, Alix l'a très bien dit, qui sont en recherche de prix, on en reparlera tout à l'heure, ça fait partie des éléments clés. Ça, c'est normal dans tous les produits d'assurance. Alix l'a très bien dit aussi, ils ont besoin d'avoir des couvertures qui sont adaptées à leurs besoins. Et on sait que c'est complexe d'adapter des couvertures aux besoins. On sait que ça demande de l'accompagnement, encore plus quand on est en omnicanal. Alors quand on est April, le principal marché pour nous, évidemment, c'est le marché du courtage. Et je viens d'y faire référence. Le rôle des courtiers est absolument clé pour arriver à définir les bons niveaux de couverture pour les clients. Et quand on est également sur du online, puisque c'est une activité qui chez nous, évidemment, est minoritaire, mais extrêmement importante parce qu'elle nous apprend à comprendre les usages, les modes de fonctionnement, les attentes des clients et à déployer ça sur la partie grossiste, on est dans une complexité encore plus élevée. Et puis derrière tout ça, il y a le devoir de conseil des courtiers. Donc on voit que c'est pas du tout un sujet banal. Et puis je vais m'arrêter là, mais la partie service, la capacité à rembourser vite, à aller au-delà du simple remboursement de la complémentaire santé et à offrir notamment des services en matière de prévention est absolument majeure. Donc cette ère, c'est l'ère d'une complémentaire santé de qualité et pas du tout d'un produit banalisé comme on aurait pu le dire. Larry, vous êtes installé à Tarbes, je crois, c'est ça, mais vous rayonnez sur tout l'Hexagone. Votre vision des attentes, vous êtes courtier, votre vision des attentes des Français, en complément de ce que viennent de dire Alix et Eric Momy. Le prix est quand même un facteur important, parce qu'on a beaucoup de clients au téléphone qui nous parlent du prix, mais aussi il y a un facteur qui est très important, c'est la lisibilité des garanties. Et ça, il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui y vont. Et pour moi, c'est TM, tout ça, c'est trop complexe. C'est un peu compliqué, non? Même pour nous, des fois, on est un peu perdu. Je pense qu'on peut en discuter des heures, mais il y a des choses qui sont difficiles à comprendre pour tout le monde. Et du coup, la lisibilité des garanties, on le voit, des acteurs s'y sont engouffrés. On va pas les citer ici, mais il y a des acteurs qui s'y sont engouffrés. Et aujourd'hui, c'est le seul avantage qu'ils ont par rapport aux autres. C'est de dire, on le fait. Et je pense que si on arrive à s'y engouffrer... C'est quand même un besoin des Français de comprendre... Tout simplement que BR, c'est une base de remboursement, que TM, c'est un ticket modérateur, mais qu'il faut le calculer. Pour vous, c'est un des éléments principaux des attentes des Français. Pour moi, c'est à mettre en premier. Le deuxième, c'est le prix. Et le troisième, comme elle dit, c'est les services, parce qu'ils attendent énormément que les remboursements soient rapides, que la télétransmission se fasse automatiquement, que tout ça soit engagé dans un processus qui soit clair pour eux. Et les espaces assurés, comme a appris, le font très bien. Mais c'est vrai que ça, c'est un point que peu de courtiers grossistes prennent en main, et moi j'y crois beaucoup, parce que si on se fait d'ailleurs taper dessus. Les utilisent les extranets clients. Ah oui, de plus en plus. En fait, moi on voit une tendance de fond. On a l'impression que c'est pas quand même. Pas encore, mais on voit une tendance de fond, c'est dès que les impôts sont dématérialisés. Ouais, c'est ce que les seniors se mettent en préparant. Nous on s'est rendu compte, dès que l'État dit bon, on va dématérialiser les impôts, donc les gens disent bon, il faut qu'on fasse des cours d'informatique, il faut qu'on ait une adresse mail, parce que sinon on pourra pas faire nos impôts. Alors que s'il faut, ils n'ont jamais payé d'impôts de leur vie. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont ressenti. Larry, vous adressez principalement à des populations seniors, d'accord. Ouais, en santé. Et ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en fait, la digitalisation accélérée par la nécessité de déclarer ses impôts avait complètement digitalisé les seniors. Et de fait, maintenant, vous nous expliquerez après, mais ça a permis effectivement une familiarisation avec l'outil numérique qui n'était pas le cas. Et donc, ils essayent de comprendre les garanties. Et aujourd'hui, c'est difficile. Et donc, c'est à nous, en tant que courtier de proximité, quand on les a au téléphone, de leur expliquer. Mais c'est pas simple. C'est encore pas simple. On a vu encore les éléments relatifs aux attentes des clients. Alors, on va évoquer le périmètre réglementaire qui est très... comment peut-on dire, très prégnant dans l'univers de la complémentaire santé. On va déjà faire un premier focus, si vous en êtes d'accord, sur la vente à distance, cet encadrement supplémentaire depuis le 1er juillet 2020 sur ce qu'on appelle le démarchage à froid, si j'ai bien compris, vous allez nous dire ce qu'il en est exactement. Quelles vont être les conséquences, Alix, de cette nouvelle réglementation pour les courtiers? Vous voyez ça de quel œil ?
Alors, ça va être d'abord un changement opérationnel. Hein. On va devoir travailler des process, on va devoir travailler différemment sur les fichiers, les modalités de vente vont être rebattues. Donc voilà, ça c'est un travail de fond. Après, du coup, les conséquences, c'est que le coût de la distribution ne va pas baisser. Ça va même augmenter, non ? Voilà, ça va même plutôt augmenter. Et donc, ça va aussi sans doute amener les partenaires assureurs des courtiers à rechercher des portefeuilles qui ont une duration un peu plus longue. Voilà, donc ça, c'est un élément, je pense, dans l'équilibre de ce secteur qui est important à prendre en compte. Ensuite, c'est sans doute un aspect qui va pousser un peu plus la vente en ligne, full online. Aujourd'hui, on estime à peu près à 10% la vente full online, c'est pas beaucoup. Et donc, on va... Donc la réglementation va accélérer, selon vous ? Moi, je pense que la réglementation et l'ambiance générale, hein, bien sûr, va accélérer cet aspect-là, sans doute avec une logique de montée en gamme du fait du coût de la distribution, et puis dans une logique plus omnicanale, voilà, utilisant plus l'ensemble des outils qui sont à la disposition des distributeurs pour parler à leurs clients. Donc des vrais changements quand même, hein, de fond. Hein. Ouais. Les process, la distribution. Larry Weber, vous êtes passé... votre histoire est incroyable. Vous êtes passé du 100% distribution physique à 100% distribution digitale à peine un an, c'est ça ? Ouais, en un an. Pourquoi cette transformation aussi rapide ? Elle était prévue, parce qu'on l'envisage depuis longtemps. Ça l'a accéléré parce qu'aujourd'hui, on atteignait un plafond de verre. On avait, nous, des mandataires en assurance, chose qui est très difficile à gérer au quotidien. Parce qu'en fait, c'est un peu comme des courtiers pour un courtier grossiste, quoi. On n'a pas la main forcément, mais en même temps, on leur donne la plupart des rendez-vous qualifiés, donc c'était complexe. On atteignait un plafond, on avait 50 mandataires, on arrivait à faire des beaux chiffres, mais nous, dans notre volonté de croître, c'était pas bon. Du coup, on a transformé tout le modèle et on s'est rendu compte, parce que les mandataires nous faisaient un retour comme quoi beaucoup de rendez-vous étaient déjà vendus, en fait. Parce que T'as d'autres ? Ouais. En fait, si vous voulez, l'opérateur, quand il prenait le rendez-vous, le mandataire, quand il y allait, c'était déjà quasiment signé. Du coup, on s'est dit, on n'est pas bête. Donc en fait, c'était le modèle économique du 100% mandataire qui avait atteint ses limites. Et si on enlève le mandataire, on gagne plus d'argent. Donc on n'est pas ennemi de nos intérêts. Donc du coup, quand on a supprimé le mandataire, on a transformé la plupart de nos téléopératrices en télévente. Donc ça demande un gros boulot de formation. Ça demande énormément. C'est pour ça que ça a mis un an quand même. Mais une fois que vous y êtes... La télévente, là où elle a une force, c'est qu'en fait, vous maîtrisez de A à Z le client, mais aussi la vente. Du coup, vous avez les bandes sonores. Vous pouvez intervenir directement auprès du télévendeur. Donc, il y a une sécurisation de la vente qui est bien plus forte. C'est pour ça que la télévente, on lui fait un procès. Mais aujourd'hui, c'est bien plus dangereux. Un courtier qui va chez un client avec sa petite mallette et on n'a ni la bande sonore de l'entretien, on ne saura jamais qui a raison et qui a tort. Ni ce qu'il y a dans la mallette non plus. Déjà, on n'est même pas sûr que, on n'est même pas sûr que ce soit lui qui a signé ou pas. Là, avec une signature électronique, avec les bandes sonores, on encadre quand même 100% le client. Alors bien sûr, il y a des dérives, mais... Donc là, vous nous dites, sur une population senior, vous êtes passé donc de 100% terrain à 100% digital, y compris avec des signatures électroniques. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, le captage du client, le captage du lead, qu'on va appeler, aujourd'hui, vu qu'on le capte sur les réseaux sociaux, mais forcément, il a une adresse mail pour créer son compte Facebook. Forcément, il a un mail. Forcément, un numéro de téléphone, puisqu'on est obligé quand on crée un compte Facebook, Instagram ou autre. Du coup, quand on le récupère, on a tout. Et après, il suffit juste d'avoir simplifié la signature. Parce que c'est là où on a un gros boulot, c'est de simplifier, en fait, et de le laisser dans la réglementation. C'est ça le plus dur. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la téléphonie, quand vous avez votre opérateur Orange, Bouygues ou SFR, il vous dit, voilà, c'est bon, vous êtes engagé. Ça, c'est hyper simple. Nous, en assurance, il faut lui envoyer des contrats, il faut attendre tant d'heures avant de le rappeler. C'est beaucoup plus complexe. Mais il y a tout ce processus-là d'accompagnement et de simplification qui va être mis par les courtiers grossistes en place de plus en plus. Et je pense qu'à terme, ce sera la vente la plus responsable. C'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Donc la réglementation, le durcissement ou l'encadrement, excusez-moi, l'encadrement de la réglementation du 1er juillet sur la vente à distance, vous la pratiquiez déjà avant le 1er juillet ? De toute façon, la réglementation, du moment où elle est pour le client, elle est dans l'intérêt collectif. Ça protège aussi nos business. Donc c'est ça il faut toujours le prendre dans ce sens-là. Parce que si on le prend dans le sens où le législateur, il nous tape tout le temps sur la tête, oui, mais il nous tape sur la tête, pourquoi ? Parce que vous avez des plateformes qui font n'importe quoi. Si après vous décidez d'en faire un business sain, vous vous servez de cette loi pour en faire un business sain. Alors après le durcissement de la vente à distance via le téléphone, la résiliation infra-annuelle, elle arrive au 1er décembre.
Est-ce qu'elle va rebattre les cartes, cette résiliation annuelle? D'ailleurs, on a une question d'un des courtiers on a posé des questions hier et avant-hier à des courtiers. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les offres? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur les stratégies commerciales? Est-ce que même il va y avoir une guerre des tarifs, nous demande un courtier. Éric Momy, c'est quoi votre réponse? Qu'est-ce que ça va changer, cette résiliation infra-annuelle? Alors, c'est des bonnes questions. D'abord, ce que ça va changer, je vais rebondir sur ce que Larry disait à l'instant, c'est que, pour ma part, je trouve que cette réforme-là, elle va dans le bon sens, elle va dans le sens de la défense des intérêts des consommateurs. Et je rejoins complètement ce que vous disiez. Il faut quand même, le premier concerné dans l'histoire, c'est le consommateur final. Et ça va vraiment dans le bon sens. On a en plus un retour d'expérience, puisque on a vu la résiliation infra-annuelle arriver, notamment en IRD. On voit effectivement en emprunteur avec la loi Hamon, et ça va vraiment dans le sens des consommateurs. Ce matin, j'écoutais une tribune de plusieurs acteurs sur le marché de l'emprunteur qui disaient très concrètement, cette réglementation, même si naturellement la question c'était de savoir est-ce que ça allait rester chez les banquiers ou chez les courtiers, le truc de fond qui consiste à dire et le consommateur dans tout ça, le consommateur il est gagnant, puisque effectivement on a des tarifs qui sont beaucoup mieux adaptés. Il n'y aura pas de lame de fond, parce que ce que nous a prouvé, là encore, ce qui s'est passé en IRD ou c'est ce qui s'est passé en emprunteur, de bascule. Il y a une vague. Il y a une vague au début, c'est-à-dire qu'on voit un mouvement qui se produit. Généralement, les plus crispés, c'est ceux qui ont des stocks, puisque si vous avez des stocks, si vous avez une histoire, alors c'est le cas d'April, mais nous on tremble pas parce qu'on se dit finalement, il va falloir qu'on soit encore meilleur dans la fidélisation de nos clients. Et le vrai effet positif qui va se produire, c'est que l'ensemble de la profession va devoir se dire comment je fais pour fidéliser mes clients. Il y a plein de manières de fidéliser les clients. C'est déjà une obsession de tout le monde de limiter le churn qui coûte extrêmement cher. Donc là, on va tous travailler sur notre Net Promoter Score, se dire comment on fait pour que nos clients, non seulement ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs, mais qu'ils deviennent des promoteurs. Alors nous, chez April, j'en parlais tout à l'heure, on s'est fixé un NPS à 30%. C'est pas parce qu'il y avait la résiliation infra-annuelle, mais ça participe de l'ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y aura une guerre des prix? Alors, voilà. Très sincèrement, on est déjà dans un marché ultra compétitif. Je crois que ce soit en collectif ou en individuel, on n'a pas attendu la résiliation infra-annuelle pour avoir des acteurs qui, on va dire, je ne sais pas s'ils se font une guerre des prix, mais en tout cas, ils défendent leur position avec beaucoup d'ardeur. Et je ne crois pas que ça change grand-chose au final. On est dans un marché ultra concurrentiel, donc ultra concurrentiel. Ça va le rester, ça va pas. Voilà. Et les bons, ils vont fidéliser, et les bons, ils vont aussi conquérir des parts de marché. C'est ceux qui n'auront pas réussi justement à fidéliser leurs clients. Donc si on est bon, si on a un esprit de conquête, tout ça c'est bien. Alix, ça va changer cette résiliation infra-annuelle, ça va changer les offres, ça va changer le marché de votre point de vue, en complément de ce que disait Éric Momy. Oui, je partage tout à fait ce que disait Éric. D'abord, la résiliation à tout moment, elle existe dans certains portefeuilles, elle existe contractuellement, et ce n'est pas les portefeuilles les plus volatiles. Deuxièmement, ce qu'on peut aussi constater, c'est que dans les causes de résiliation, vous avez aujourd'hui 4 résiliations sur 10 qui sont des résiliations pour cause de changement de vie entre la vie professionnelle, etc. Ouais. Donc voilà, ce marché connaît déjà la résiliation à tout moment en partie. Nous, on a fait des estimations chez Opus Line. Aujourd'hui, la rotation, elle est autour de 12-13%. On pense que ça va sans doute monter à 15%, mais pas tellement plus. Il y a plus ? Non. En revanche, en individuel et collectif global. Tout le marché, voilà. En revanche, effectivement, comme le disait Éric, ce qui va sans doute s'améliorer, c'est vraiment toutes les stratégies de défense. Donc les offres, beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas forcément d'offres de défense ni de démarche de défense vont développer cette partie-là. Et je pense que là où le marché va particulièrement progresser, c'est notamment dans tout ce qui est l'outillage de ces démarches-là, avec notamment des modèles prédictifs pour pouvoir un peu prévenir la résiliation, pour pouvoir mieux travailler commercialement, anticiper. Voilà. Et ça, c'est quand même des investissements qui sont importants, qui sont lourds et qui vont très certainement renforcer des modèles comme ceux d'April, des modèles de grossistes qui sont susceptibles de faire ces investissements.
Alors, on a vu que l'année 2020 était riche, hein, l'actualité était riche sur ce marché, hein, le 100% santé, la VAD sur tous les secteurs, la résiliation infra-annuelle, peut-être la taxe de 1,5 milliard. Je ne sais pas si c'est une hypothèse toujours ou c'est une réalité. C'est plus que peut-être, hein, Alix. C'est plus que peut-être. C'est plus que peut-être. Et c'est pas sûr à 100% non plus, si? Ça ressemble quand même à ça. Ressemble. Hein. Enfin, bref. On tangente le 100%. L'année 2020 pour ce marché-là est quand même un peu, on va le dire, une vraie question, Jean-Luc, sur le sujet de la taxe, et je le dis, et je mets un pavé dans la mare, en particulier parce que votre audience sont surtout des courtiers. La motivation du gouvernement, c'est de dire les assureurs, finalement, ont déboursé moins en prestations, donc il est normal qu'ils contribuent. Le schéma tel qu'il est prévu aujourd'hui, tout le monde contribue, les courtiers, les gestionnaires. Or, on n'a pas bénéficié du fait qu'il y ait eu beaucoup moins de prestations qui ont été payées. Donc là, il y a un vrai sujet. C'est un sujet que j'ai abordé avec Planète CSCA en disant, la profession du courtage, elle doit être capable de aussi défendre ses intérêts autour de cette taxe qui est en train d'arriver. Voilà. Donc une taxe. J'ajouterais, pour aller dans ce sens-là, c'est que cette taxe, il faut l'expliquer aux clients. Et ça, typiquement, les courtiers, ceux qui sont près des clients, il faut expliquer pourquoi elle est là, pourquoi elle pose des difficultés, voilà, et puis on va la payer. Alors moi, j'ai peut-être pas été assez clair, mais dans l'état actuel des choses, cette taxe, elle va être quelque part indirectement supportée par les courtiers parce que ça va faire baisser l'assiette de prime, puisque c'est pas une taxe en plus, c'est une taxe qui est payée sur le montant des cotisations. Donc là, on a un vrai sujet La précision était d'importante. Alors un contexte 2020 un peu chargé, en plus le Covid-19 qui n'a pas fini encore de nous embêter. Larry, est-ce que ça transforme le rôle du courtier fondamentalement, ou est-ce que c'est de l'ajustement en fait? Ça va le transformer. Je pense que c'est une profession qui est restée un peu sur ses acquis pendant des années parce qu'on bénéficie de récurrents. Et le récurrent empêche l'innovation et le challenge. Il y a que quelques groupes qui s'y sont mis et avec des grands succès, comme on peut noter Santian, on peut noter April, des groupes qui ont innové. Et il n'y en a pas 100 000. Donc du coup, ça va challenger un peu tous ces courtiers qui étaient plan, qui laissaient dormir 3, 4 000, 5 000 polices et qui se disaient, de toute façon, je touche mon argent du récurrent, donc tant mieux. Donc je pense que ça va changer ça. C'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose aussi pour les nouveaux courtiers qui vont s'installer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était très compliqué de s'installer sans avoir de portefeuille. Bon, ben maintenant, les cartes vont être rabattues grâce à ça. Donc bonne chance à eux, quoi. C'est comme nous, on est arrivé dans ce marché, c'était comme ça. Le but, c'est de conquérir des parts. Il n'y a pas de nouveaux clients dans ce métier. Donc on pique une affaire à quelqu'un. Donc ça va secouer le marché quand même. Exactement, ça va le réveiller, je pense. Ça va le réveiller. Parce que c'est un marché quand même où les gens sont... Enfin, on va pas être méchant avec eux, mais les courtiers ont quand même un certain âge. Je sais plus, il y avait une étude sur ça. Je crois que c'était 55 ans la moyenne d'un courtier en France. Bon, il est temps que maintenant la nouvelle génération prenne le pas et les nouvelles technologies vont les y aider. Et je crois que certains n'ont pas pris la mesure et je pense que soit ils vont vendre leur portefeuille, mais pas trop cher, parce qu'à deux, un portefeuille santé, je ne vois pas comment l'acheter, mais du coup, ça va rabattre énormément de cartes, ça va faire du bien aux jeunes. Et donc c'est pour ça qu'il faut que vraiment des jeunes commencent à aller dans ce métier et y entrent rapidement, parce que je pense qu'il y a des parts de marché à prendre. Eric, ça va être quoi? Est-ce que ça va agiter le rôle du courtier de proximité, toutes ces évolutions? Est-ce que ça va les transformer différemment? Alors moi, quand j'entends Larry, la réponse c'est oui, puisque ce que vous avez fait dans votre business, vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est absolument remarquable. Il y a des gens qui parlent de pivoter, vous avez pivoté en 1 an, c'est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement, c'est que oui, les cartes vont être rabattues. On a dit plein de choses. On a dit, finalement, c'est des produits complexes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a une réglementation qui est en train, à la fois, par moments ça borde, par moments ça ouvre. Ça bouge dans tous les sens. Donc nous aussi, April, on s'est adapté à ça. Donc fondamentalement, on a développé des gammes qui vont permettre aux courtiers de proximité d'adresser tous les segments de clientèle. On n'a pas toujours été comme ça. On a été très tourné vers certains segments. On parlait notamment des seniors. On a décidé d'ouvrir. On est allé sur des offres beaucoup plus modulables pour arriver à répondre aux besoins des clients. On va lancer une marketplace en santé qui va justement permettre aux courtiers, à travers un outil hyper didactique, hyper ergonomique, d'arriver à
on va dire, répondre à toutes ces attentes qu'on vient d'évoquer avec des solutions digitales qui vont leur permettre de pousser la bonne offre chez les clients. Donc tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire que tous les acteurs de la chaîne doivent repenser leur façon de travailler. Nous, nos premiers clients, ce sont les courtiers de proximité. Ils sont face à une révolution digitale, on l'est tous, et on l'a compris, l'enjeu pour April, c'est de faire que ces courtiers de proximité, grâce aux outils qu'on va leur offrir, ils puissent tirer leur épingle du jeu et pas subir. Donc ce marché, c'est un marché de conquête, pour autant qu'on ait les bons outils et les bons réflexes. Une année charnière un petit peu 2020, hein, on a le sentiment que ça va laisser augurer une année 2021 peut-être un peu différente. Qu'en pensez-vous, Alix, de cette année 2021 sur le secteur, sur le marché de la complémentaire santé? Est-ce que ça va se transformer en termes d'offres, en termes de digitalisation? Est-ce que ça va bouger ou est-ce que ça va s'ajuster tranquillement? Écoutez, en termes d'offres, en termes de garantie, on est extrêmement contraint. Le contrat responsable est une espèce de tunnel dans lequel il est difficile de se différencier. Donc, sur la partie garantie, je vois pas de grande révolution. En revanche, sur le champ des services, ça ne peut que se développer. Ça ne peut que se développer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a des besoins non couverts qui sont importants autour de l'hospitalisation, de la maladie chronique, tous les besoins de santé des Français. Et les Français répondent bien aux offres que les assureurs développent pour eux. Donc ils sont appétents à ce que les assureurs puissent leur proposer des services. Exactement. Je voudrais juste citer la téléconsultation. On parle beaucoup de la téléconsultation. On va rappeler que ce sont les assureurs, AXA en tête, qui ont développé d'abord la téléconsultation. Donc voilà, il y a une vraie appétence. Deuxièmement, la crise Covid, elle montre aussi l'importance de la santé pour les Français, quel que soit le coût de la santé. Ça, je pense qu'on peut se le dire. Et donc, finalement, sans doute, on aura un petit peu moins d'inhibition sur les modèles économiques autour des services. Et puis, dernière chose, les assureurs santé comme les Français vont voir arriver, alors non pas en 2021, mais en 2022, quelque chose qui s'appelle l'espace numérique de santé. L'espace numérique janvier 2022, normalement. Janvier 2022, c'est demain. C'est en cours de construction par l'assurance maladie. C'est le grand store français des services numériques. Et ça va être un outil extraordinaire de développement pour les services en santé que les leaders ont développé, que les assureurs ont développé, mais ça va aussi être il va y avoir une compétition féroce autour de la santé, des services en santé, mais compétition des assureurs entre eux peut-être, mais aussi avec les medtech, avec les industriels. Avec tout l'écosystème de la santé. Et puis avec l'assurance maladie. Et je pense que ça va être l'heure de vérité de la complémentaire santé. 2022 alors. 2022. On prend date. Mais ça se prépare en 2021. On prend date, Alix. Éric Baumy, on va sortir un tout petit peu du périmètre de notre thème, de la complémentaire santé. Vous avez présenté devant la presse la semaine passée Spring, le plan stratégique du groupe à horizon non pas 2022 mais 2023. Est-ce que vous pouvez nous préciser les points spécifiques qui intéressent les courtiers qui nous regardent aujourd'hui? Alors les points spécifiques, ils intéressent les courtiers puisqu'on a réaffirmé une chose, on est avant tout un distributeur au service des courtiers de proximité. On a tellement clarifié notre positionnement que on est en train de sortir d'ailleurs du portage de risque et parce que les enjeux en matière de distribution sont majeurs. Notre ambition 2023, c'est d'être un distributeur agile. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'agilité ici. Omnicanal, parce que notre premier canal, on l'a compris, ce sont les courtiers de proximité. Ne pas être online, c'est tout simplement ignorer ce qui est en train de se passer en termes de mode de consommation. On n'a pas parlé de tout ce qui était en train d'arriver sur notamment le prédictif en matière de santé, mais il y a des enjeux énormes pour arriver à gérer le churn. On est dans ces sujets-là, donc on rentre dans cette révolution digitale. Et puis notre ambition, c'est surtout de redevenir les champions de l'expérience client. Il y a 30 ans, il y a un visionnaire, il s'appelle Bruno Rousset, qui a eu une idée absolument extraordinaire, qui a donné lieu à la création d'April, et notamment avec cette idée que dans une industrie qui avait quand même un tout petit peu de mal avec le service au quotidien, si on était les rois de l'expérience client, on pouvait faire des choses extraordinaires. Cette idée-là, elle est d'une actualité absolument incroyable. Donc nous, on a décidé d'investir massivement dans l'expérience client pour le consommateur final, pour arriver à lui donner effectivement des parcours extrêmement simples, de la souscription jusqu'à, on va dire, le règlement des prestations en matière de santé. Juste pour illustrer ça, on vient de revoir nos parcours de souscription, on est passé de 14 étapes à 4 étapes. On a sorti le wallet en matière de santé, donc il y a le tiers payant qu'on peut avoir et aujourd'hui dans son smartphone, ça c'est qu'un début.
On s'est doté d'un outil extraordinaire en interne qui s'appelle Aprilix, qui est un hub dans lequel on a des collaborateurs, des gens de marketing, des gens du juridique, des gens de tech, on a des startups, on a des clients, parce que le meilleur moyen de dessiner des produits qui correspondent aux enjeux de nos clients, c'est de les écouter, c'est de leur demander ce qui est important pour eux. On a des consultants, donc on est en train de révolutionner cette expérience client, et puis vous l'avez compris aussi, surtout pour nos premiers clients, que sont les courtiers de proximité. J'ai fait référence tout à l'heure à notre market santé en matière, notre marketplace en matière de santé, on l'a fait en matière d'emprunteurs, on est en train de repenser tous les parcours sur notre extranet Aprilon, qui est un outil, on le voit à chaque fois, qui est plébiscité par les courtiers. On développe un nouvel outil qui s'appelle Apriline. En résumé, on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans l'expérience client et derrière, avec un objectif, bien sûr, c'est la croissance pour nos partenaires, parce que la nôtre, elle dépend tout simplement de ce qu'on est capable d'offrir à nos courtiers. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est aussi rentré dans une ère dans laquelle on doit avoir des gammes beaucoup plus larges, on doit être capable de sortir des produits à des rythmes qui n'ont rien à voir avec ceux auxquels on sortait les produits dans le passé. Donc on fait notre évolution au service des courtiers de proximité. Donc une révolution avec une destination en 2023 ? C'est destination 2023, c'est une étape. Alors il s'appelle Spring, on l'a compris quand on s'appelle April. Ouais. Le Spring, c'est un beau nom, c'est le printemps d'April, c'est le retour aux sources ici quelque part. Le retour aux sources. Belle phrase de conclusion. Il est 18h. On avait un contrat tacite avec tous les courtiers qui nous regardent aujourd'hui. C'est de faire une émission de 30 minutes. Vous êtes parfait. Je vous remercie. Merci Alix de votre présence. Merci Larry Weber d'avoir été avec nous. Merci Eric Momy de votre présence et de toutes ces précisions. On est très heureux d'avoir fait ce plateau sur la complémentaire santé. Le prochain plateau se déroulera à Courtage TV by April, se déroule le 13 octobre 2020. Donc je vous demande de le noter tout de suite sur vos tablettes à 17h30. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bonne soirée.